3 hommes comparaissent pour assassinat et complicité jusqu'à demain. Le troisième reconnaît avoir tué le commerçant Loïc Gu en août 2012. L'homme avait ensuite été coulé dans du béton puis jeté dans le Sinnamary, une affaire sordide présentée devant la justice depuis hier. Dernière ligne droite avant le second tour des élections, les derniers instants de bataille pour les 2 candidats restants. Les consignes de vote des candidats éliminés sont peu à peu révélées après Chantal Berthelot, Fabien Canavi et Lynn Nettard se prononcent. L'indice de pollution aux particules dans l'air, de nouveau dans le rouge depuis hier, soit le niveau 10 de pollution. La présence de poussière du Sahara en forte quantité expliquerait ce phénomène qui peut être nocif pour nos poumons. Notre invité ce soir nous en parlera. Enfin, c'est un rendez-vous annuel, celui de l'association Emega, pour promouvoir le développement artistique des enfants porteurs de handicap. Cette année, les participants ont imaginé des palmiers plus originaux les uns que les autres. Images à suivre dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre tranche d'information. Nous l'ouvrons avec le procès des 3 hommes impliqués dans l'assassinat de Loïc Gu en août 2012, qui se poursuit devant la justice jusqu'à demain. Le commerçant chinois avait été tué puis coulé dans du béton et jeté dans le Sinnamary. Une affaire sordide présentée à la cour d'assises de Cayenne depuis hier. Et aujourd'hui, l'audience était dédiée à l'analyse des personnalités des prévenus et l'examen des faits mis à pierre. Premier temps fort de cette journée, l'analyse des personnalités des 3 accusés. L'expert psychiatre décrit Laurent Ly, le présumé tireur, comme un manipulateur. La personnalité, elle a été évoquée ce matin à travers l'expert psychiatre qui a un petit peu relaté son rapport, ses sentiments sur le plan psychologique. Il en ressort premièrement de quelqu'un de très intelligent, de cultivé, qui a un niveau d'études plus que correct et donc qui est tout à fait responsable des actes qu'il commet. Au cours de l'audience, 2 des accusés sont revenus sur leur déclaration. Ils ne veulent plus porter seuls la responsabilité du meurtre et affirment à la barre que 2 autres individus seraient intervenus la journée du 22 août 2012. Il y a 2 options qui vont s'offrir à la cour et aux jurés. Soit on retient que c'est M. Ly, peut-être en compagnie de M. Sana, qui ont donné la mort. Ça, c'est un premier élément. Soit on retient la seconde version qui est apparue dans la procédure, qui ne sont que de receleurs d'un corps, et que la responsabilité de la mort serait d'autres personnes, parce qu'à un moment donné, on a parlé d'une mafia chinoise, qui serait à l'origine. Dans cette affaire, beaucoup de coïncidences troublantes, à commencer par le récupérateur d'eau. Les accusés prétendent l'avoir acheté à des fins domestiques, sauf que l'achat a été effectué la veille du meurtre. Une arme pouvant avoir servi au meurtre de Loïc Gu a été retrouvée chez un des accusés. Et les hommes avaient accès à une réserve de ciment et de sable, prétendument pour effectuer des travaux. Nous allons gérer ce dossier en fonction des éléments tels qu'ils apparaîtront au dossier. Nous espérons que Madame le Président mènera avec la rigueur qu'il faut, et ça je n'en doute pas, l'instruction jusqu'à la fin pour qu'on sache éventuellement ce qui s'est passé et pour que la défense puisse se positionner et plaider. Si les 3 accusés avaient avoué les faits il y a 3 ans, aujourd'hui le discours change et chacun tente de minimiser son implication dans l'affaire. Celui qui sera coupable du meurtre de Loïc Gu encourt la prison à perpétuité. Et en bref, maintenant toujours au chapitre judiciaire, entre 5 et 7 ans de prison pour les braqueurs de Guyane-Aucase. Souvenez-vous, le 20 novembre dernier, les 4 individus munis d'un pistolet et d'un marteau s'en sont pris au directeur de la société, l'ont ligoté et frappé. Gravement touché à la tête, l'homme a dû être transporté à l'hôpital. 3 des 4 prévenus ont été jugés en comparution immédiate hier. 2 d'entre eux écopent de 7 ans de prison ferme et ce sera 5 ans avec sursis pour le guetteur. Le 4e, un jeune mineur de 16 ans, sera jugé dans les prochains jours par le tribunal des enfants. On poursuit avec cette information. Rodolphe Alexandre compte porter plainte pour propos à caractère diffamatoire. Nous avons diffusé hier cet enregistrement qui circulait sur les réseaux sociaux. Nous entendions la voix d'une femme l'accusant d'avoir vendu des procurations. Écoutez. Rodolphe Alexandre, c'est réel. Il a acheté des procurations de jeunes à Apatou, 50 € la procuration. Au lieu de donner du travail aux jeunes, c'est ce qu'il fait. Il les achète. Et ce sont les jeunes d'Apatou qui nous ont dit ça. Hein. Il a 60 procurations de jeunes d'Apatou à 50 € la procuration.
C'est d'ailleurs le cas de l'ex-candidate Lynne Létard. Elle appelle ses électeurs à voter en leurs âmes et conscience. Ayodele Germa. Consigne de vote bien tranchée pour l'ex-tête de la liste Nous sommes Guyane. Nous avons donné comme consigne de vote de faire barrage à Rodolphe Alexandre. C'est faire en sorte que M. Rodolphe Alexandre goûte aux joies de l'opposition. Parce que nous considérons que c'est le plus mauvais des candidats pour le deuxième tour. Fabien Canavi évoque un manque de transparence du candidat de Guyane Rassemblement, du mépris pour l'opposition. De plus, il s'en prendrait régulièrement aux journalistes. Qui est capable de monter à Paris pour demander la tête d'un journaliste, qui est dans des pratiques obscurantistes, et je pense que la population de Guyane n'a pas besoin de ça et le territoire n'a pas besoin de ça pour progresser. Si Fabien Canavi appelle ses électeurs à faire bloc face à Rodolphe Alexandre, Lynne Létard, elle, les laisse libres de leur choix, mais veut conjurer l'abstention. Nous appelons nos électeurs d'ores et déjà à se déplacer. Maintenant, ils iront voter en leur âme et conscience. Pour nous, aucun des candidats présents en lice pour ce second tour n'est en capacité de ramener, de sortir la Guyane de cette spirale d'échecs dans laquelle elle se trouve. La représentante de Walwari regrette cependant qu'Alain Tianyong ait choisi de partir seul au second tour, sans nouer d'alliance. Sur le pluralisme politique, M. Tianyong a montré l'occasion de faire la démonstration qu'il était démocrate et qu'il souhaitait donc que l'ensemble des forces politiques de Guyane aient apporté leur projet, leur tribu au sein de cette structure CTG. Un regret que ne partage pas Fabien Canavi. Pour lui, le candidat des audacieux est resté cohérent dans sa démarche. M. Tianyong, en tant que candidat, était clair, il n'entendait pas reformer sa liste et il l'avait dit très tôt à l'avance, nous en prenons acte. Je pense que ce qu'il faut déplorer, c'est la faiblesse de la participation qui a fait que notre liste n'a pas fait un meilleur score pour pouvoir se maintenir et espérer d'autres fins. Au premier tour, à peine 40% des électeurs se sont déplacés jusqu'à l'isoloir. L'épisode de pollution aux particules dans l'air se poursuit en Guyane. Il est même passé dans le rouge hier, soit le niveau 10 de pollution enregistré, le maximum. La présence de poussière du Sahara en forte quantité expliquerait ce phénomène des particules en suspension dans l'air et propulsées par les vents du continent africain jusqu'à chez nous. Des particules qui peuvent avoir des effets irritants sur nos voies respiratoires. Pour en parler, notre invitée ce soir est Cathy Panechou-Pulchéry, directrice de l'Observatoire de l'air. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, expliquons pour nos téléspectateurs qu'est-ce que cela veut dire, une mauvaise qualité de l'air. Cela veut dire que nos stations de mesure ont enregistré des fortes concentrations en particules de taille inférieure à 10 microns. Donc 10 microns représentent 1/5 de diamètre d'un brin de cheveux, donc c'est très très petit. Donc les concentrations sont classées, en particules sont classées sur une échelle qui va de 1 à 10, 1 très bon, 10 très mauvais. Et donc actuellement, nous avons donc un indice de 10, donc très mauvais. Justement, donc c'est très mauvais. Qu'est-ce qui explique cet indice numéro 10 ? Donc ces particules proviennent du Sahara. Donc il y a un départ de poussière en début du mois. Ces particules traversent l'Atlantique. Elles prennent donc un transport, c'est-à-dire les masses d'air secs qui peuvent contenir ces poussières. Donc elles arrivent jusqu'en Guyane. Ce sont pourtant des poussières qu'on attend un peu plus tard ou plutôt un peu plus tôt dans l'année, puisque c'est en janvier qu'on les attend généralement. Généralement c'est en janvier, mais plus ça va, nous observons une arrivée précoce. Donc fin décembre et là cette année début décembre. Un phénomène peut-être généré aussi par le manque de pluie en ce moment en Guyane ? C'est exact, puisqu'en fait les pluies ont un rôle salvateur, je dirais, puisqu'elles permettent de lessiver l'atmosphère, donc diminuer cette forte concentration. Alors vous disiez qu'on constate au fil du temps que ces poussières arrivent de plus en plus tôt. Finalement, qu'est-ce qu'on observe comme évolution sur ces dernières années, depuis 2013 jusqu'à maintenant ? Bien, on observe donc une forte persistance de ces concentrations. Donc elles restent plus longtemps en Guyane. Donc ça a des conséquences sur la santé pour les personnes qui sont dites vulnérables ou sensibles. Mais Madame Panechou-Pulchéry, savons-nous pourquoi elles restent plus longtemps en Guyane ? Là, on ne peut pas, il n'y a pas assez de recul pour voir si c'est dû au changement climatique, mais voilà. Depuis donc quelques années, de forts épisodes de mauvaise qualité de l'air sont enregistrés. Comment est-ce que ça s'explique, même avant 2013 ? Est-ce qu'il y a un changement de climat
On ne peut pas le dire, il y a de plus en plus de départs de poussière du Sahara, donc ces particules arrivent jusqu'ici. Donc justement, comme c'est de plus en plus fréquent, donc il y a eu un arrêté préfectoral qui a été signé en août 2015 pour instituer justement des procédures d'information et d'alerte à destination du public en cas d'épisode de poussière. De manière automatique. Ce sont donc des phénomènes naturels. On ne peut peut-être pas lutter contre, mais peut-être pouvons-nous essayer de limiter leur impact. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Tout à fait. Donc ne pas justement augmenter cette concentration en particules en ayant des activités émettrices de pollution, notamment les brûlages de déchets à l'air libre. Ne pas aussi les fumées de tabac aussi. Donc il y a des recommandations qui sont données aux personnes dites sensibles et vulnérables, c'est-à-dire d'éviter de pratiquer du sport intense à l'air libre ou à proximité des voies, des axes routiers. Donc l'heure est à la précaution. Une dernière question, peut-on dire, peut-être avons-nous mesuré, est-ce que ces derniers temps, justement, avec cette insistance des sables du Sahara qui sont en particules dans l'air en Guyane, a-t-on observé peut-être plus de cas d'asthme ou d'allergie chez les Guyanais? Chez les Guyanais, pas encore. Par contre, chez nos voisins, il y a eu des études et on a pu mettre en évidence une mortalité pendant cette période. Il y a eu plus de cas d'asthme, plus de maladies. Voilà. Merci beaucoup, Madame Panifou-Pulfuri, d'avoir répondu à ces quelques questions. On poursuit, restez avec nous. Dans quelques instants, nous verrons la rencontre sportive entre plusieurs lycéens du territoire. C'était hier, le lycée agricole de Matiti a accueilli des épreuves sportives originales. Et puis, ce sera l'image à ne pas manquer, celle des orques qui frôlent les côtes guadeloupéennes pour le plus grand bonheur des amoureux de la faune maritime. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas vous présenter ce sujet pour le moment. Nous passons donc à cette information. Vous le savez, Monsieur Soquet, un professeur du collège Victor Schœlcher à Kourou, avait enchaîné plusieurs contrats ces 20 dernières années en tant qu'intervenant en langue maternelle. Il avait vu sa carrière s'arrêter brusquement en ce début d'année scolaire, une situation qui a fait l'effet d'une bombe auprès de ses collègues enseignants. Une pétition en ligne avait été lancée afin de pousser l'employeur à trouver une solution. Aujourd'hui, les syndicats du collège Victor Schœlcher ont obtenu une réponse. Un contrat d'1 an lui a été proposé à compter du 1er janvier avec une formation sur place à Kourou, une première étape pour les syndicats. Et on m'indique qu'on va enfin pouvoir voir ce reportage de nos confrères de la Martinique. Je vous le disais, suite aux attentats donc de Paris, des élèves en terminale ont proposé un exposé sur le groupe État islamique Daesh. Les questions de ces jeunes sont nombreuses. Depuis donc les événements du mois dernier à Paris, la matinée était donc l'occasion d'apporter quelques éléments de réponse à leurs interrogations. Des réponses fournies par les recherches de 2 lycéennes qui se préparent à un concours d'entrée pour Sciences Po. Reportage de Loïc Régis. Eva et Céline préparent toutes les deux le concours d'entrée à Sciences Po. Ce matin, les 2 élèves de terminale mènent les débats. Après plusieurs semaines de recherche, elles présentent le résultat de leurs travaux sur le groupe terroriste Daesh. De manière plus générale, c'est un contexte géopolitique que ces jeunes souhaitent comprendre. Mes exposés portent sur les origines de Daesh, donc les conflits syriens et irakiens, et aussi sur la politique étrangère de la France et le rôle qu'elle a en Syrie. C'est un sujet très important de notre société actuelle. La recrudescence des filières djihadistes du terrorisme nous menace de plus en plus. Donc il me semblait important d'en parler, surtout suite aux attentats, et également de tenir un dialogue, un discours avec des jeunes de mon âge pour les alerter. Les questions sont nombreuses depuis les attentats de novembre dernier à Paris. La présentation du jour apporte des éléments de réponse. L'exposé est apprécié. Les filles, justement, nous ont beaucoup, quand elles nous ont répondu, c'était vraiment bien argumenté. Elles ont bien répondu à nos questions. Voilà, donc maintenant, nous avons plus sur le sujet. Sincèrement, ils étaient très intéressants, très bien expliqués. Et ça m'a appris quand même assez de choses sur ce que c'est Daesh, comment ont-ils été créés, et un peu quel est leur but. L'exercice est double, dialoguer librement autour des terribles événements du 13 novembre dans un premier temps et préparer les futurs candidats à Sciences Po aux prises de parole publiques. Les
les candidats à Sciences Po ont 2 euros à faire, un au mois de février et un au mois de mai. Et donc on pense qu'il faut les entraîner le plus tôt possible à ces 2 euros, où ils doivent à la fois présenter un travail, une revue de presse sur un sujet qu'ils ont choisi, et en même temps répondre de façon très réactive aux questions du jury. Depuis la signature de la convention entre Sciences Po et le lycée du François, une seule admission a été validée en 4 ans. Beaucoup d'espoir repose sur Eva et Céline, dont les moyennes générales culminent pour l'instant à plus de 18. C'est un rendez-vous annuel, celui de l'association des exploitants des manèges enfantins pour promouvoir le développement artistique des enfants porteurs de handicap. Ce matin, dans le hall du rectorat, plus de 260 petits artistes ont présenté leur palmier en 3 dimensions, très colorés et rivalisant d'originalité. Un moment capté pour nous par Xavier-Paul Lepelletier. Il était une fois une petite ville nichée dans l'un des plus beaux endroits du monde, entre forêt et océan, là où la nature s'est montrée si généreuse qu'une population aux multiples couleurs y vivait. En son cœur se trouvait une magnifique place où paradaient de majestueux palmiers royaux. Ces arbres gigantesques, fidèles et immobiles, faisaient la fierté des Cayennaises et des Cayennais. Ainsi commence le conte de Coucou les palmiers, une initiative qui rend hommage à l'ensemble des élèves porteurs de handicap ayant produit 17 arbres flamboyants issus de matériaux de récupération. Jocelyn, qui avait 4 classes à encadrer, est le lauréat du festival. L'école qui a remporté justement le trophée, eux, ils voulaient vraiment un palmier avec des cheveux, parce qu'il y avait une fille qui était en chimio, donc elle voulait des cheveux, il y en a un autre qui avait des problèmes de vue, donc avec des lunettes, des têtes et tout ça, donc des bras. Clémence, quant à elle, visite le rectorat avec sa maîtresse en tant qu'ambassadrice de sa classe et nous présente un palmier aux allures de baobab. Un arbre peuplé de figurines confectionnées par ses camarades. On a pris du tissu pour faire avec et on a pris de la paille, non pas de la paille, on a pris ça pour faire avec. Et puis on a pris du filet, on a attaché, on a collé. L'image des petits personnages, c'était la base, c'était découvrir une petite surprise dans le tronc du palmier et que ça représente les enfants de Guyane. Donc on est parti sur toutes les différences, toutes les ressemblances aussi. Et le travail de la classe de Clémence n'est pas le seul à avoir plu au recteur, bien content d'avoir une pépinière d'artistes à sa disposition plutôt que d'avoir à passer des commandes. Pour arriver à ça, il faut vraiment travailler dans la durée, il faut gagner la confiance des enfants, il faut réussir à les faire travailler. Et ça a été dit par certains des artistes, c'est compliqué. Quand un enfant a un vrai handicap manuel ou bien visuel, comment chacun en équipe peut contribuer à tout ça. Pour ceux qui désirent contempler les fabuleux palmiers qui peuplent le rectorat, l'exposition durera au total 1 mois et demi. Hier, 8 établissements se sont affrontés lors de la 5e édition des lycéades sur le terrain du lycée agricole de Matiti. Les jeunes ont été confrontés à des épreuves sportives d'un nouveau genre entre tirage de charrue, initiation à la conduite et même tir au pistolet laser. Les jeunes s'en sont donnés à cœur joie, bien entendu, un moment capté par Xavier-Paul Lepelletier. Ils se sont levés aux aurores et pour certains pour aller de Saint-Laurent à Matiti. Pour les lycéens de Berthem-Juminaire, les épreuves de ces 5e lycéades commencent par la piscine, en compagnie des élèves de BTS qui vivent sur l'internat du lycée agricole. Pas loin de 4 heures de bus pour venir, on est parti ce matin à 6 heures et pas des épreuves très classiques, donc on n'est pas vraiment préparé par rapport à ça. On est plus... On recrute du monde, mais on ne se prépare pas spécifiquement pour pousser une botte de foin ou pour faire la charrette. Voilà. Résolument innovantes dans leur nature, les épreuves proposent carrément du tir au pistolet laser, mais pour l'heure, il est temps pour les athlètes de boucler leur ceinture de sécurité. Si un automobiliste met son clignotant pour tourner à gauche. J'espère juste ne pas mourir encore. Donc je vais lui laisser le volant et j'aurai toutes les commandes. Et après, je vais doser l'allure en fonction de sa difficulté qu'il aura avec le volant. C'est comme ça qu'on va se détendre, se décrisper. Dans la mesure où il y a ceux qui ont déjà le permis, ceux qui sont inscrits à l'auto-école et ceux qui n'ont jamais touché une voiture, donc on s'adapte. Milieu fermé, il n'y a pas de circulation, c'est bien. Et après les voitures modernes, retour aux carrioles d'un autre âge avant de s'attaquer aux bottes de foin. Notre musique là. Les gars, vous dites on commence.
On enlève du foie comme ça c'est moins lourd. Que les adeptes d'endurance et de relais se rassurent, des épreuves de course à pied et de vélo étaient bien entendu au rendez-vous. Top. Pas de coupe plus grosse que les autres pour distinguer les vainqueurs. Pour les lycéens, l'essentiel était bien de se défouler avant de retourner ce matin sur les bancs de leurs établissements. Et c'est l'image du soir, je vous le disais tout à l'heure, un groupe d'orques a été aperçu le 19 novembre dernier. En 10 ans, les 18 observations ont été recensées au large des Antilles. Or, ces cétacés vivent dans les régions arctiques et antarctiques. Depuis peu, une association guadeloupéenne recense les espèces afin de mieux les protéger. Un spectacle magnifique capté pour nous par Bénédicte Jourdi. Regardez. Des orques dans les eaux de la Guadeloupe. Là, comme c'est beau. Les dernières observées ont été repérées par Rémi le 19 novembre lors d'une sortie en famille. Tu les vois ? On était un petit peu au large, à 4-5 000 des côtes, en face de Basse-Terre. Et de loin, j'ai vu une dorsale sortir de l'eau. On a pensé à des dauphins, comme on en voit fréquemment sur l'île. Et puis quand on s'est rapproché, c'était beaucoup plus gros que des dauphins. Après, tout est passé assez vite. C'était assez impressionnant parce que c'est vraiment le bateau fait presque 8 mètres et les premiers orques c'était des mâles et ils faisaient la taille du bateau. Des événements rares, 18 observations ont été recensées depuis 2006 par le sanctuaire Agoa qui étudie depuis peu le passage de ces odontocètes, autrement dit des cétacés à dents. On sait pas mal de choses sur l'espèce orque, mais sur leur présence dans la Caraïbe, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu documenté. L'espèce orque qu'on connaît dans l'imaginaire collectif, c'est souvent les orques au milieu des glaces, au milieu des banquises. Ces orques-là sont des orques sédentaires qui s'alimentent surtout sur des bancs de poissons et qui sont plutôt inoffensifs, on va dire, et qui vocalisent beaucoup, qui communiquent beaucoup entre eux. Là, on a affaire à des orques qui sont nomades, donc comme tout chasseur qui se déplace, ils vont être plutôt discrets et se déplacer probablement en fonction de la nourriture. Donc ils peuvent aussi bien s'alimenter sur des gros poissons pélagiques, mais aussi sur des autres cétacés, sur des tortues et sur probablement un certain nombre d'animaux dont on n'a pas encore idée aujourd'hui. Voilà, là il a la bouche ouverte, voyez les dents. De nombreux référents, membres de différentes associations, transmettent leurs observations, datées, localisées, afin d'enrichir les données, puisque chaque orque a une marque, une cicatrice qui permet de le reconnaître. En fonction des zones géographiques, il y a des petites subtilités au niveau de la tache oculaire, de sa taille, de sa forme, de son orientation, au niveau de l'aileron. Ça c'est plus la distinction des individus. Ces données sont ensuite transmises à un chercheur vénézuélien qui analyse leur comportement, leur mode de vie et leur migration. Donc lui, ses recherches remontent à 1866, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Il y a un peu moins de 200 observations qui ont été recensées dans toute la Caraïbe. Et l'idée, c'est de voir à quel groupe ces orques appartiennent, puisqu'en fait les orques vivent en groupes familiaux. Et ils cherchent à savoir si ceux qui sont vus dans les différentes îles sont toujours les mêmes ou si c'est des orques de passage. Objectif pour Agoa, renforcer la connaissance de ces mammifères marins des Antilles pour mieux les protéger. Et c'est sur ces belles images que s'achève votre journal local. Je vous retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.